Alors bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on m'a demandé de vous présenter certains aspects reliés à la santé numérique, particulièrement la santé connectée. Et pour cette présentation, on va utiliser les maladies chroniques, qui sont celles qui sont susceptibles d'être le plus affectées, en fait, de façon positive par l'utilisation des outils dont on va parler aujourd'hui. Les gens qui sont intéressés à en connaître plus ou à en savoir plus peuvent aller sur la page Facebook qui s'intitule Santé connectée ou suivre mes tweets sur Roger Simard et vous allez pouvoir avoir accès en fait à la veille technologique que je fais dans le domaine de la santé connectée. La présentation que je fais aujourd'hui et l'utilisation que je fais de la santé numérique m'ont été inspirés en fait par deux médecins américains. Le premier est Eric Topol, qui est cardiologue à la Scripps Clinic de San Diego, qui est aussi un généticien et qui a écrit deux livres. Le premier, The Creative Destruction of Medicine, et le deuxième, The Patient Will See You Now, dans lequel il a expliqué de façon très élégante comment la puissance de l'info nuagique, la puissance des outils que sont les téléphones intelligents et les tablettes, la puissance de nos connaissances ou l'évolution des connaissances en génomique et en pharmacogénomique nous amène à réfléchir de façon très importante sur la responsabilisation du patient, le transfert de pouvoir entre le professionnel de la santé et l'utilisation des dispositifs de santé connectés pour permettre aux gens de connaître leurs paramètres biométriques. Et à partir de cette connaissance-là, quand on connaît l'utilité que peut avoir l'intelligence artificielle, de pouvoir éventuellement considérer que l'analyse prédictive va pouvoir être possible en santé. Le deuxième, c'est Dr. Joseph Gvedar de Boston, qui, lui, a utilisé ces concepts du Dr. Topol et les a opérationnalisés sur le terrain en réalisant plusieurs études cliniques dans lesquelles il a démontré l'utilité des outils de santé connectée, l'accompagnement, le coaching du professionnel de la santé et les facteurs motivationnels qu'on retrouve lorsqu'on utilise ce type d'outils-là. L'écosystème de la santé connectée, essentiellement, ça comprend quatre grands volets. Le premier, c'est les wearables. Et les wearables peuvent être de diverses natures. On en retrouve l'ancêtre des wearables, c'est probablement le cardiofréquencemètre, qui était utilisé par les sportifs. On mettait autour de la taille un bandeau qui communiquait avec une montre qui nous donnait une indication de notre rythme cardiaque. Et par la suite a évolué pour devenir beaucoup plus sophistiqué. Plusieurs entreprises se sont lancées dans la création et la fabrication, la commercialisation de pisteurs d'activité, la plus connue étant probablement Fitbit, mais plusieurs autres se sont aussi lancés dans ce domaine-là. Et ces dispositifs-là maintenant sont variés. Il existe une panoplie de dispositifs allant du pisteur au chandail connecté, en passant par les outils qu'on peut utiliser pour la méditation, les chaussettes connectées pour déterminer les risques de chute, etc. Les dispositifs de santé connectée, eux, on a vu arriver sur le marché il y a environ 4 ou 5 ans plusieurs entreprises nouvelles comme Withings, BeWell en France, iHealth aux États-Unis, qui ont commercialisé des dispositifs de type glucomètre pour mesurer la glycémie, le tensiomètre, balance, même des électrocardiogrammes comme la compagnie AliveCore qui a fabriqué le Cardia. Et on a vu dans les 2 dernières années se produire le phénomène qui se produit toujours en innovation. On a vu les grands fabricants de dispositifs de santé tels que Roche Diagnostic, Bayer, Johnson & Johnson, mettre sur le marché leurs propres appareils qui essentiellement sont basés sur les appareils déjà existants, mais auxquels ils ont ajouté une puce Bluetooth pour permettre que ces dispositifs-là puissent se connecter sur des téléphones intelligents ou autres plateformes mobiles. Le troisième élément de l'écosystème, ce sont les applications mobiles, donc qu'on retrouve sur notre téléphone intelligent ou sur notre tablette. C'est vraiment la version 2.0
de ce qu'on appelait avant les portails santé, qui n'étaient disponibles que sur des laptops ou des PC. Alors, ces applications mobiles-là sont offertes de différentes façons. Il y a les fabricants des dispositifs de santé connectés et des wearables, des prêt-à-porter numériques, qui offrent gratuitement, généralement, des applications qui vont permettre de colliger les données captées par les pisteurs d'activité, tensiomètres et autres. Et maintenant, il y a des compagnies indépendantes, comme celle avec laquelle j'ai participé à mon projet de santé connectée, Tactio à Montréal, entre autres, qui offrent eux-mêmes un tableau de bord de santé connectée gratuitement sur les stores de Apple et d'Android et qui permet à l'utilisateur de fédérer les données qui sont captées à partir de différents types de dispositifs de santé connectée. Le quatrième élément, quand on veut parler de santé numérique et d'accompagnement par le professionnel de la santé, c'est le tableau de bord qui permet aux professionnels de la santé, qu'ils soient nutritionnistes, infirmières, médecins, pharmaciens, de pouvoir visualiser une quantité presque infinie, en fait, de patients qui ont utilisé eux-mêmes un tableau de bord individuel pour capter leurs données. Alors, ces tableaux de bord-là existent sous différentes formes aujourd'hui. Tactio en est un exemple, Validic en est un autre. Des fabricants de dispositifs de santé connectés comme Philips Healthcare en Hollande ont aussi un tableau de bord de ce type-là. Et on va en voir apparaître plusieurs autres sur le marché qui vont être commercialisés par les grands fabricants, par exemple Medtronic, qui va aussi offrir aux professionnels de la santé de pouvoir suivre comme ça leurs patients. Ces tableaux de bord-là, de façon générale, donc, fédèrent les données qui viennent des applications mobiles individuelles et nous permettent de mesurer ou de visualiser en temps réel les pressions artérielles, donc les tensions artérielles, l'index d'activité physique, la saturation en oxygène, la glycémie, le nombre d'heures de sommeil, le nombre de calories brûlées, l'humeur, dans certains cas, les examens dermatologiques, la tension, je l'ai dit, l'électrocardiogramme, même maintenant le spermogramme, et on va voir apparaître bientôt des mini-laboratoires sur les téléphones intelligents qui vont nous permettre de faire aussi des analyses d'urine et autres liquides biologiques. L'autre dispositif qui est intéressant à considérer, c'est le dispositif qui permet au patient lui-même de faire sa propre télémédecine, c'est-à-dire de ne pas avoir à se rendre dans un endroit où on a déployé des équipements coûteux pour pouvoir transférer des paramètres biométriques, par exemple comme un fond d'oreille, un fond de gorge, un électrocardiogramme. Et on a vu, en fait, ceux qui sont assez vieux pour se rappeler de Star Trek, le docteur McCoy dans Star Trek avait ce qu'ils appelaient un tricordeur qui permettait, avec un léger mouvement au-dessus des patients, avec un bruit du type qui permettait en fait de diagnostiquer de façon très rapide le problème du patient. Alors, ces outils-là, donc, vont permettre aux utilisateurs, à la mère ou au père, par exemple, qui est à la maison avec son enfant, de pouvoir regarder dans le fond de l'oreille de son enfant pour déterminer si oui ou non le problème qui cause le mal d'oreille est une otite. Et si c'est pas le cas, en fait, de pouvoir prendre un Tylenol puis de retourner à l'école ou encore pour la personne de retourner au travail. Donc, TytoCare qu'on voit en haut à droite sur la diapositive est homologué par la FDA aux États-Unis et sera disponible. C'est une compagnie d'Israël qui a développé le dispositif et on va bientôt le voir apparaître sur les marchés internationaux. Le MedWand en bas à droite est un dispositif qui devrait être homologué cette année. Vous avez ici un exemple du TytoCare. En fait, la diapo qui est ici vous montre, en fait, je ne sais pas si je suis capable de vous montrer, ouais, qu'est-ce qui se passe avec ce dispositif-là. Donc, vous pouvez voir, c'est très convivial à l'utilisation et il est fort probable que ce type d'outil-là va créer une révolution dans la façon de voir son médecin. Est-ce que vous voyez mon écran maintenant? Oui, maintenant ça marche.
Bon, Oui, super. Excusez-moi, hein. je crois depuis le début. Depuis le début, hein, c'est comme ça? Bon, OK. Donc, je vais vous faire un petit résumé très rapide. En fait, il n'y a pas eu beaucoup de diapos. Il y a eu les 3 livres dont je vous ai parlé. Il y a eu l'écosystème 1, 2, 3, 4 avec les tableaux de bord du professionnel de la santé. Je vous ai montré la diapo que vous n'avez pas vue de la télémédecine pour la maison. Ensuite, l'exemple ou la petite démo que je vais vous remontrer présentement de cette compagnie israélienne. Donc, ce que je veux aussi dire, c'est que contrairement aux idées que nous nous faisons présentement sur la gadgetisation du monde de la santé connectée, où on pensait qu'il n'y avait que des compagnies start-up qui étaient présentes sur ce marché-là, on voit maintenant apparaître les grands fabricants, les grandes maisons de distribution de produits médicaux, comme Omron, par exemple, qui fabrique des tensiomètres de très bonne qualité. McKesson, Philips, GE, General Electric est là-dedans. Évidemment, on a Fitbit, St. Jude Medical, qui est surtout connu pour ses pacemakers et ses équipements d'hémodynamie. Medtronic va être un joueur extrêmement important dans la santé numérique. Ils ont développé une expertise au fil des ans avec les pacemakers qui communiquent à distance les résultats aux médecins. Aerotel, Boston Scientific, aussi une compagnie surtout connue pour ses cathéters en hémodynamie. Donc, on le voit, les grands fabricants maintenant investissent le domaine de la santé connectée et évidemment, Apple avec la montre, mais aussi avec les acquisitions récentes qu'on a vues dans les médias, va devenir un joueur extrêmement important dans le domaine de la santé connectée, accompagné évidemment de son grand némésis Google. Au Québec et dans les endroits où vous êtes présentement, il y a aussi un écosystème d'entreprises qui se spécialisent dans la santé numérique. Au Québec, on a Exoskin, qui est une entreprise qui a développé un chandail intelligent, donc un chandail qui possède des fibres intelligentes, qui est utilisé présentement par l'Agence spatiale canadienne et la NASA, qui va être embarqué dans la mission de l'astronaute québécois en 2018 et qui mesure en fait une foule de paramètres biométriques des astronautes, mais qui peut être utilisé aussi et qui est présentement déployé dans plusieurs recherches cliniques au niveau de l'insuffisance cardiaque, de l'apnée du sommeil, de l'insomnie, de la fibrillation auriculaire, etc. On a aussi une entreprise qui s'appelle Essentia, qui est à Québec, qui a développé un timbre qui permet de tracer, en fait, de produire un tracé d'électrocardiogramme pendant 7 jours et qui va nous permettre de déterminer de façon beaucoup plus précise, par exemple, si quelqu'un qui a manifesté ou qui a présenté un embolie ou un accident vasculaire cérébral, si cet accident vasculaire cérébral-là est d'origine embolique, donc causé par de la fibrillation auriculaire ou pas. Donc, il y a beaucoup de ces entreprises-là innovatrices qui maintenant font leur percée et on va voir évidemment arriver sur le marché une foule de ces entreprises-là, que ce soit au niveau du wearable, que ce soit au niveau des applications mobiles, de l'intelligence artificielle ou encore du développement d'algorithmes pour analyser les données qu'on capte à l'aide de ces dispositifs-là. Je vous donne ici des exemples de pathologies chroniques qui peuvent bénéficier des outils de santé connectés. L'insuffisance cardiaque, par exemple, on sait qu'un patient qui décompense quand il est insuffisant cardiaque va prendre beaucoup de poids très rapidement parce qu'il accumule de l'eau, donc il fait de l'édème. Et il y a des endroits aux États-Unis comme à Ochsner Clinic où présentement les pharmaciens suivent les patients qui sont insuffisants cardiaques à l'aide d'une balance connectée. Et lorsque le poids augmente trop rapidement, interviennent pour dire aux patients, en fait, pour donner des instructions de doubler la dose, par exemple, du diurétique avec lequel ils sont déjà traités,
pour éviter une hospitalisation. L'hypertension, on a vu hier, en fait, pas plus tard qu'hier, qu'on pense devoir être beaucoup plus agressif dans l'atteinte des cibles thérapeutiques en hypertension. C'est très difficile de connaître les chiffres exacts d'un hypertendu quand on les voit une fois par année en cabinet. La santé connectée nous permet donc d'éviter de ne voir qu'une photo prise lors de la visite en cabinet, mais plutôt d'avoir une évaluation qui ressemble beaucoup plus à un film. Et j'ai un exemple d'un patient, je vais vous donner le lien à la fin de la conférence, vous l'écouterez, qui était suivi par le système que j'ai déployé. Quand il a vu son médecin lui a recommandé d'augmenter sa médication antihypertensive. Quand il lui a montré son tableau de bord sur les 6 derniers mois, il a décidé au contraire de descendre la force des médicaments qu'il prenait. Donc, on le voit, la santé connectée a dépassé la gadgetisation dont on l'a souvent affublé lorsqu'on a vu apparaître les dispositifs en les appelant des gadgets. Le diabète est probablement la maladie dont l'incidence est la plus problématique dans des pays comme l'Amérique du Nord ou dans les continents comme l'Amérique du Nord, mais aussi présente partout sur la planète. Et le diabète fait l'objet présentement d'une attention de tous les instants, en fait, des compagnies qui se spécialisent dans la fabrication de ces dispositifs-là, parce qu'on a démontré, avec des applications très simples, qu'on peut augmenter ou favoriser la motivation du patient à modifier son comportement, qui, on le sait, est principalement responsable de la maladie, de son apparition ou encore de la détérioration. La maladie pulmonaire, vous voyez sur la diapositive qui est à l'écran, le Propeller Health, le dispositif qu'on peut mettre sur un inhalateur qui a une puce Bluetooth et qui communique avec le téléphone intelligent et qui donc aux États-Unis est utilisé et remboursé par les entreprises car vous savez qu'un patient qui, par exemple, devrait se traiter de façon continue avec du Flovent et qui ne le fait pas, va se retrouver souvent à être hospitalisé. Les coûts sont énormes. Dans notre système de soins de santé ici au Québec, où l'administration publique rembourse l'hospitalisation et les médicaments qui y sont associés, c'est un modèle d'affaires qui est plus difficile à implanter, mais c'est clair qu'à partir du moment où les gens vont réaliser le type d'économie qu'on peut réaliser avec des outils aussi simples que ça va être déployé de façon générale. La santé mentale en est un autre exemple. On a vu se déployer aux États-Unis des entreprises qui ont développé des applications mobiles où les psychologues, en fait, apparaissent aux patients par l'intermédiaire de leur téléphone intelligent. On a vu une augmentation du nombre de consultations, une meilleure adhérence à la consultation de la part des patients, particulièrement chez les adolescents qui voient la psychothérapie comme une stigmate et qui n'aiment pas nécessairement prendre du temps de leur journée pour aller consulter un psychologue dans un cabinet et qui peuvent le faire maintenant à partir de leur chambre à coucher ou de l'endroit de leur choix, au moment de leur choix, pour la durée de leur choix. Ça n'a pas besoin d'être nécessairement très compliqué, la santé connectée, on l'a vu. Un simple texto, dans le cas des diabétiques, peut servir à modifier le comportement et nous permettre d'atteindre nos cibles thérapeutiques, que ce soit au niveau de la glycémie ou de l'hémoglobine glyquée, en fait, qui est une mesure encore plus exacte de la glycémie chez un individu. C'est une étude d'ailleurs qui a été rapportée et publiée par le Dr Gvedar dont j'ai parlé tout à l'heure et qui a écrit le livre The Internet of Healthy Things. Un autre exemple de programme qui fait sensation aux États-Unis et qui a été le premier programme de santé connectée remboursé par le système américain public qui est le Medicare, qui sont le Medicare et le Medicaid, c'est le programme de Omada Health. Le Omada Health a développé en fait un programme qui existait déjà sous la forme non numérique. Et ce programme-là, en fait, permet aux patients qui est diabétique ou prédiabétique de participer en recevant une balance connectée qui est liée à une nutritionniste ou un coach de santé qui fait partie de ce diabétique-là, fait partie d'un groupe où le groupe a des objectifs collectifs et où l'individu a des objectifs personnels. C'est un système qui a permis de démontrer une efficacité aussi grande que les médicaments qu'on utilise aujourd'hui pour traiter le diabète, ce qui nous amène maintenant à parler de digiceutique
par opposition aux produits pharmaceutiques. Et on va voir les entreprises qui fabriquent les médicaments s'investir de plus en plus dans ce type d'application-là, soit pour remplacer le médicament ou accompagner le médicament et permettre de réduire les doses ou la quantité de médicaments qu'on prend. On voit ici les résultats de Omada Health qui sont extrêmement significatifs. En fait, non seulement on a eu une diminution de la glycémie, de l'hémoglobine glyquée, mais on a eu aussi une perte de poids qui, même s'il y a eu une petite augmentation, s'est maintenue par rapport au poids d'origine. Cette diapositive-là est une diapositive qui concerne le Canada, mais je parierais beaucoup qu'elle s'applique en fait à la plupart des pays du monde entier où les pathologies chroniques deviennent de plus en plus importantes et prennent de plus en plus de place dans les coûts de soins de santé. On sait qu'aujourd'hui, la plupart la grande proportion des coûts pour un assureur collectif ou pour un entrepreneur ou pour une entreprise, ce sont les médicaments suivis des frais dentaires, du paramédical, de la vision, de l'hospitalier et du voyage. Au Canada, vous voyez que l'hospitalier n'est pas très élevé pour un assureur parce que les hospitalisations sont prises en charge par le gouvernement. C'est 32,2 milliards de dollars par année au Canada. Et avec l'arrivée de plus en plus fréquente de produits biologiques qui coûtent de plus en plus cher, il va falloir se doter d'outils qui vont nous permettre d'évaluer non seulement l'innocuité, mais l'efficacité, le rapport coût-bénéfice des nouvelles molécules, et la santé connectée est tout indiquée pour le faire. Déjà, il y a des institutions médicales, il y a des cliniques ou encore des hôpitaux ou des systèmes de soins de santé aux États-Unis qui ont innové et qui font maintenant figure de leader dans l'utilisation de la santé connectée. On pense à Ochsner, où chaque patient a un iPad, où chaque médecin a un iPad, où chaque infirmière a un iPad, et tout le monde, en fait, reçoit la même information au même moment. Chez Geisinger, ils ont une application mobile qui permet aux clients, aux patients, de déterminer le niveau de satisfaction du service qu'il a reçu et d'obtenir un remboursement si le service est considéré comme inadéquat. Et chez Kaiser Permanente, c'est plus de 50% maintenant des consultations médicales qui se font par télémédecine. Et c'est un modèle d'affaires qui est appelé à se développer de façon très importante. La plupart des pays maintenant ont un frein extrêmement important par rapport à la télémédecine et c'est la rémunération du professionnel de la santé. On ne rémunère les professionnels de la santé, par exemple ici au Québec, que lorsque le patient est devant le médecin et que le médecin peut pratiquement lui toucher. Donc, ces modèles d'affaires-là existent, ils vont se développer et on n'aura pas le choix, de toute façon, à voir la façon dont les budgets des soins de santé sont utilisés et grugent une portion de plus en plus importante des budgets d'administration publique, de les utiliser dans le futur. L'exemple que j'aime citer le plus au niveau des systèmes publics qui ont investi le domaine de la santé numérique, c'est l'Angleterre et le National Health Service, où ils ont développé plusieurs types de modèles. Le premier, c'est le développement d'une bibliothèque d'applications mobiles spécifiques au NHS, la création d'un service de 811 ou de triage à l'aide de l'intelligence artificielle, qui a été démontré être plus efficace que celui qui était en place à l'aide de professionnels de la santé. Ils ont commencé des programmes de dépistage d'arythmie ou de fibrillation auriculaire à l'aide de dispositifs de Alive Core. À travers l'Angleterre, il est maintenant remboursé, ce dispositif-là, pour les personnes atteintes de FA, donc de fibrillation auriculaire, ce qui est une première. Et ils ont des partenariats avec l'industrie locale et internationale, même si celui avec DeepMind a fait la manchette, ils vont s'ajuster et ils ont développé un écosystème de spécialistes médicaux et autres dans l'industrie médicale pour créer leurs propres applications qui vont éventuellement être vendues à nos propres pays parce qu'ils sont très innovants en Angleterre par rapport à la santé numérique. Au niveau des assureurs, évidemment, il y a John Hancock aux États-Unis qui a été la première compagnie, dans le fond, à déployer ce type de programme-là et à l'offrir aux entreprises. Il y a même des compagnies maintenant qui payent leurs employés pour dormir parce que le sommeil, on considère que c'est un des paramètres biométriques qui est le plus important pour la productivité.
et pour la santé. Donc, avec des pisteurs d'activité, on peut maintenant déterminer si la qualité du sommeil est adéquate. Et on va le voir de plus en plus, ces programmes-là vont prendre de plus en plus de place au niveau des entreprises qui ont à cœur la santé de leurs employés, mais probablement et peut-être surtout la productivité au niveau de leur propre entreprise. Au Canada, on a un programme innovateur qui a été lancé en Colombie-Britannique qui s'appelle le Carrot Rewards, où les gens qui pistent leur activité ou qui traquent leur activité physique peuvent obtenir des rabais dans plusieurs institutions commerciales. Et c'est une application qui a été développée en partenariat avec l'Agence de santé publique du Canada, la province de la Colombie-Britannique. Et maintenant, ce programme-là va être déployé en Ontario, à Terre-Neuve au Labrador et dans d'autres provinces canadiennes. Diabète Canada fait partie de ça, de même que le YMCA et la Fondation des maladies du cœur. Donc, ce programme-là est très intéressant et c'est un modèle à suivre qui est très intéressant parce que c'est un pas dans la bonne direction, puis ça commence avec une application très simple pour un facteur biométrique très simple qui est le nombre de pas, même si on sait que le nombre de pas n'est pas nécessairement le paramètre biométrique qui est le plus fidèle pour déterminer son impact sur la longévité, la mortalité et la qualité de vie. C'est quand même le début d'un processus qui risque de produire des effets très bénéfiques au niveau de la santé de la population. On a vu la même chose se produire avec le Pokémon Go, que les gens souriaient au début quand ils ont vu l'engouement du Pokémon Go, mais c'est la première fois qu'une application de jeu permettait, et ça a été démontré et publié dans la littérature revue par les pairs, d'augmenter la quantité d'activité physique de population qui auparavant était sédentaire. Ils ont même démontré chez les diabétiques que la consommation d'insuline avait baissé. Donc, si on est capable de créer la dépendance à la santé comme on est capable de créer la dépendance aux comportements qui sont problématiques, ben, on pourrait arriver à des résultats vraiment intéressants. J'ai fait moi-même au Québec un projet de suivi de personnes qui étaient âgées de 65 à 89 ans avec une application mobile qui mesurait, en fait, qui me permettait de colliger l'information de ces personnes âgées-là au niveau de leur glycémie, de leur tension, de leur activité physique. Et j'y ai ajouté d'autres paramètres, par exemple, comme le cholestérol, pour pouvoir les sensibiliser, à l'utilisation de la technologie mobile, puis deux, les sensibiliser ou les familiariser avec leurs objectifs thérapeutiques. Objectifs thérapeutiques que 98% des gens ne connaissaient pas au début du programme. Et à la fin du programme, on était capable, quand on leur posait la question, de savoir à quel chiffre de tension artérielle ils devaient obtenir ou suivre. Même chose pour la glycémie. Et ça a été un facteur motivationnel très important. Puis il y a eu beaucoup d'émulation entre les participants du groupe pour augmenter l'activité physique de tout le monde. L'important dans ce projet-là que je voulais démontrer, la chose la plus importante en fait, c'était que c'était faisable chez une population qui n'avait pratiquement utilisé aucune technologie, que ce soit un ordinateur, une tablette ou un téléphone intelligent, de les amener dans la révolution numérique, et deux, avec cette capacité-là qu'ils ont eu d'utiliser ces outils-là, de les sensibiliser par rapport à leurs paramètres biométriques. Un exemple ici d'un ami qui est camionneur, qui est venu me voir après avoir vu l'émission de télévision qui rapportait les résultats de ce projet pilote-là. Quand il a vu cette émission-là, il m'a appelé pour me dire qu'il était camionneur, qu'il était diabétique, qu'il avait 50 ans puis qu'il avait peur de mourir et qui voulait absolument être suivi dans mon système. Alors, on l'a muni d'un bracelet connecté, d'un tensiomètre, d'un glucomètre, d'une balance. Je n'ai rien changé comme pharmacien au niveau de sa médication. Et ce que vous voyez à l'écran, c'est sa glycémie sur une période d'1 an. Quand il a montré les résultats à son médecin, il s'est demandé quel régime il avait suivi. Et ce qu'il lui a dit, c'est qu'il n'avait suivi aucun régime autre que celui de savoir que quelqu'un d'autre savait en temps réel, pratiquement, si le soir, avant d'aller se coucher, il mangeait une pizza ou il allait prendre une marche. Et vous voyez donc ici, c'est anecdotique, c'est un exemple,
mais ça s'est reproduit dans chez les 40 personnes qui ont été suivies dans mon projet. Mais ce qu'on voit ici, en fait, c'est un facteur de motivation très important, uniquement par le fait d'accompagner le patient dans sa maladie chronique. Les enjeux maintenant, pour terminer, reliés au déploiement d'une stratégie de santé connectée, c'est évidemment le remboursement. Qui va payer pour les appareils? Les gens qui sont susceptibles d'en bénéficier le plus sont souvent les gens qui n'auront pas nécessairement les moyens financiers de se payer les technologies, les logiciels aussi, parce qu'il faut que les professionnels de la santé se dotent des logiciels de tableaux de bord qui fédèrent les tableaux de bord individuels. Donc, le tableau de bord individuel est gratuit pour l'usager, mais généralement, le professionnel de la santé doit débourser pour payer son tableau de bord. Ensuite, est-ce que le suivi du professionnel de la santé va être rémunéré? Présentement, par exemple, dans un modèle comme celui qui existe en Amérique du Nord, on est rémunéré en pharmacie pour distribuer des médicaments et en médecine pour traiter la maladie. On n'est pas nécessairement rémunéré pour offrir un programme de suivi et par la suite d'accompagnement par la santé numérique des patients qui ont des pathologies chroniques. Donc, il y a un paradigme ici qui doit être changé ou modifié si on veut que ce soit adopté par les professionnels de la santé. Et je vous dirais qu'un des enjeux, c'est justement d'amener le changement. Tantôt, M. Coulombe parlait de l'innovation. Il y a un défi très important au niveau de la santé en termes d'innovation. Et je suis convaincu que cette innovation-là ne viendra pas des professionnels de la santé, mais va plutôt venir du patient qui, lui, aura accès à ces données et qui aura à ce moment-là la possibilité de convaincre le professionnel de la santé de l'accompagner. L'autre enjeu, évidemment, c'est la confidentialité des données. On a vu ce qui s'est passé en Angleterre avec les rançons qu'on a exigées des hôpitaux, même chose aux États-Unis. Donc, il est sûr qu'il va falloir s'assurer que les données de ces patients-là soient conservées de façon très sécuritaire. Il va falloir aussi qu'elles demeurent confidentielles. Donc, si on veut déployer des programmes de santé numérique en entreprise, il faut que les participants n'aient pas l'impression que leur assureur, leur employeur ou les fournisseurs de dispositifs de santé connectés vont avoir accès à leurs données personnelles. Il y a des technologies maintenant comme le blockchain qui semblent être une avenue extrêmement intéressante pour protéger la confidentialité des données, mais il va falloir être très vigilant puis voir avec quelle rapidité les grandes firmes de technologie vont déployer ces technologies. Les défis technologiques sont relativement mineurs, je vous dirais, mais en même temps extrêmement importants parce que en santé connectée, on ne peut pas se permettre d'avoir des outils qui ne fonctionnent pas 100% du temps. Dans mon projet, j'ai vécu plusieurs situations où, à travailler avec des entreprises qui n'avaient pas nécessairement développé leur dispositif dans un concept de santé, mais plutôt dans un concept de fitness, il a fallu sensibiliser les gens à l'interne de ces compagnies-là pour s'assurer que les synchronisations, par exemple, entre les dispositifs de santé connectés et les tableaux de bord se fassent de façon transparente, conviviale et sans faute. Donc, il faut absolument s'assurer que lorsqu'on déploie ces technologies-là, on utilise des dispositifs de santé qui sont bien sûr homologués, mais surtout qui ont été développés dans un souci de santé et non dans un souci de fitness, parce que c'est pas du tout la même chose et les attentes sont beaucoup plus grandes au niveau de la santé. Évidemment, il y a le système médico-administratif dont j'ai parlé tout à l'heure, la façon de rémunérer les professionnels de la santé. Il faut qu'il y ait des incitatifs, probablement pour les patients et les payeurs. Donc, il y a des analyses coûts-bénéfices qui doivent être faites. Il faut qu'il y ait des études pour démontrer l'impact économique de la santé numérique. C'est une technologie qui est relativement jeune, mais qui commence à s'organiser et on le voit, il y a maintenant même des revues de comités de lecture revus par les pairs, à comité de lecture revus par les pairs, qui maintenant publient les résultats d'études randomisées en santé numérique. Donc, c'est clair qu'on va voir très bientôt apparaître dans la littérature les données qui vont nous permettre de pouvoir justifier les investissements nécessaires. Donc, le retour sur l'investissement va être important pour que les payeurs, qu'ils soient gouvernementaux ou privés, soient certains que l'investissement qu'ils vont faire dans la santé connectée puisse être rentable.
J'ai dit qu'il fallait faire des études. J'ai moi-même créé une fondation qui s'appelle la Fondation qui porte mon nom, en fait, pour supporter la recherche en santé connectée et pouvoir déterminer si, la population est prête à être suivie de cette façon-là. Cette étude-là a été réalisée par une étudiante à la maîtrise de l'Université du Québec à Montréal. C'est une première d'ailleurs, où, en utilisant une firme de sondage reconnue, on a posé la question à 500 Québécois et Québécoises sur les facteurs qui favoriseraient l'adoption d'une plateforme mobile de gestion de santé. Et je vous invite à aller consulter le résumé qu'on a fait en infographie sur la page Facebook de Santé Connectée. Vous pourrez voir de vous-même, en fait, les raisons qui font que quelqu'un voudrait ou ne voudrait pas être suivi par un pharmacien en utilisant des outils de santé connectée. On voit ici le résumé de 2 pages que j'ai publié hier et qui sera publié dans une revue à comité de lecture. Je vous invite aussi, aujourd'hui même, avant de venir présenter, il y a Cathy Bazinet qui a écrit un article qui est aussi disponible sur le site de Santé Connectée, sur la page Facebook de Santé Connectée, et qui parle en fait de la responsabilisation, de l'accompagnement, de la participation du patient à sa santé. Et à mon avis, c'est le patient qui va contribuer le plus à apporter la révolution qui doit être réalisée dans le monde de la santé. En terminant, je vous laisse sur une diapositive qui montre Edward Deming, qui est un statisticien, qui est la seule personne non japonaise à avoir reçu le plus grand honneur de l'empereur du Japon pour avoir contribué le plus au développement du Japon. Après la guerre, il est allé au Japon et c'est lui qui était l'aviseur des Toyota, Hitachi, Sony et qui a développé le concept de la qualité totale. Et sa phrase célèbre, c'est que sans donner, vous n'êtes qu'une autre personne avec une opinion. Et en santé, présentement, on navigue à vue, sans instrument de mesure pour déterminer l'impact ou encore déterminer la performance de notre système de soins de santé, des médicaments qu'on utilise ou encore de l'efficacité des méthodes thérapeutiques qu'on a développées. Et la santé connectée va aussi permettre de pouvoir mesurer justement cette performance-là. Alors, si vous avez des questions, normalement, je fais une démonstration de quelques outils de santé connectée. Vous voyez à gauche le Cardia de AliveCore. Maintenant, je l'ai sur le bracelet de ma Apple Watch. Au centre, vous voyez le chandail de Exoskin et à droite, le nouveau dispositif de Home Run, en fait, qui est le premier tensiomètre sous forme de bracelet à avoir été homologué par la FDA et que vous allez voir apparaître sur le marché très bientôt. Si vous avez des questions, il va me faire plaisir d'y répondre. Merci.